Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021 et aujourd'hui c'est le jour tant attendu après la BCE la semaine dernière, c'est le jour de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et d'ailleurs on a pu ressentir hier sur les marchés un certain attentisme. Effectivement à Wall Street. Nous sommes dans des ranges, des fois sur des records, mais nous sommes toujours en range. Nous avons un S&P 500 qui a légèrement baissé de 0,16%, le Dow Jones s'est replié de 0,39%, le Russell 2000 a quand même perdu 1,72%. Le Nasdaq est le seul à réussir à progresser lors de la session de la veille en grappillant quelques 0,09%. Alors, un réel attentisme se fait ressentir actuellement, on le verra, nous sommes en range, nous l'avons dit, avant la réunion de ce soir, qui est attendue notamment sur le sujet de la flambée des rendements obligataires et de l'accélération de l'inflation, qui pourrait remettre en cause la politique accommodante. Alors, à voir quelle sera la rhétorique utilisée concernant donc cette flambée obligataire. Je vous rappelle que ce sont des rendements d'État et donc pour le moment il n'y a pas eu d'étendue de cette hausse des rendements. Notamment concernant les entreprises. Ça concerne uniquement les obligations d'État. On l'a vu avec le 10 ans américain qui d'ailleurs actuellement consolide. Alors il marque une pause. Nous sommes aux alentours des 1,630%. Et hier également, il y a eu un autre événement qui est venu calmer toute tentative haussière des indices américains. C'est la forte baisse des ventes au détail qui ont pesé sur Wall Street. Mais on s'y attendait tout de même. On s'y attendait. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette vague de froid. Et cependant, les prochaines données pour les prochains mois devraient être nettement supérieures. Pourquoi? Tout simplement parce que les Américains vont recevoir leur fameux chèque de relance. Alors sur le marché des changes, même topo, on a un certain attentisme, une prudence qui se fait ressentir. Le dollar marque une pause, marque le pas dans l'attente des commentaires du patron de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell. Sur le marché pétrolier, on a pris connaissance d'un rapport de l'API qui a fait état d'une baisse inattendue des stocks de pétrole à hauteur d'1 million de barils. Mais normalement, vous le savez, lorsque on annonce une baisse des stocks, c'est des fondamentaux, cela entraîne une hausse des cours. Mais cette hausse a été limitée. C'est justement ces difficultés rencontrées concernant la vaccination en Europe suite à la suspension d'AstraZeneca qui sont venues limiter les hausses du marché pétrolier. Alors, quelques données dont nous avons pris connaissance. Washington a imposé cette nuit de nouvelles sanctions à l'encontre de 24 responsables chinois dans le cadre de la réforme électorale à Hong Kong, à la veille d'ailleurs d'un sommet officiel entre les deux pays en Alaska. Concernant l'Iran, selon l'AIEA, l'Iran aurait de nouveau violé l'accord de 2015 sur le nucléaire en commençant à enrichir de l'uranium à l'aide d'un deuxième type de centrifugeuse perfectionnée. Et on a appris également, selon CNN, que les États-Unis devraient sanctionner la Russie, la Chine et l'Iran pour ingérence dans les élections de 2020. Donc voilà pour les différentes news dont nous avons pris connaissance pendant la nuit, que nous réserve le calendrier économique du jour. Alors des données, donc il y aura l'IPC, mais c'est simplement une révision, l'IPC en Europe. On aura également l'IPC au Canada. Ça a rarement un impact sur le dollar canadien. Ce qui pourrait avoir un impact sur le dollar canadien, c'est une hausse de la volatilité sur le pétrole et on pourra en avoir une avec le rapport officiel des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, rapport du DOE. Donc voilà pour le calendrier économique. Ce qui va compter aujourd'hui, c'est principalement la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. Ce sera plutôt avec le changement d'heure. Ce sera à 19h30 la conférence de presse tant attendue de Jérôme Powell. Donc c'est vraiment l'événement de la journée. Ça fait partie même, c'est même l'événement de la semaine. Et donc, il pourrait y avoir une certaine volatilité sur le billet vert, ce qui pourrait nous permettre de débloquer un petit peu ce marché d'échange où il y a pas mal de range. Ça permettrait de débloquer Wall Street qui est en range, mais pour la plupart sur des niveaux records. Donc voilà pour le calendrier économique. On va passer sans plus tarder sur les indices boursiers. On va débuter par le DAX, un DAX également à l'image de Wall Street
En range, on est scotché ici hein, sur les records. Alors je dézoome un peu, hein, je le fais rarement, ça nous permet de voir l'étendue du rebond. Donc on a déjà ici, ce sont les niveaux avant pandémie. Nous sommes sur de nouveaux records historiques suspendus en range pour le DAX en données journalières. Et on avait une projection de Soda ici, on l'a toujours, elle n'a pas été invalidée, qui nous donne un objectif, je vous le rappelle, 14 734 points. En journalier, en H4, pardon, on le voit un peu mieux, hein, ce range, donc pas grand chose. Pour le moment, on est au-dessus de tous les éléments Ishimoku, Tenkan, Kijun, et un peu plus loin, on retrouvera notre nuage. Donc le H4 ne nous rapporte pas grand-chose comme information. Le H1, on le voit, ce range, on est en train de franchir la Tenkan en ce début de séance européenne. On a pris pour appui notre Kijun. Donc pas grand-chose. Pour le moment, on pourrait peut-être tenter de dessiner une vague. On va tenter une projection de Soda. Ça nous permettra de le revoir ensemble encore une fois. Tant qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a en range, faisons cela. Donc ici, nous avons nos différents points. Le point A, le point B, le point C qui correspond plus ou moins à ma Kijun. Alors, quelle est l'étendue de mon AB? 190 points environ. L'étendue de mon BC, 70 points, 75 points. Donc ici, on est 75 points, c'est moins de 50%. Hein, donc moins de 50% de AB. Donc concrètement, on va avoir une projection V, c'est bien ce que j'ai sélectionné. Et cette éventuelle vague me donne un objectif à 14 666 points. Alors pour cela, bien entendu, ce que l'on attend, ça peut servir pour le très court terme. Hein. Par exemple, pour les scalpers, ce que l'on attend, c'est un franchissement de mon point B. Donc une cassure de mon range par le haut, hein, ce qui est un autre signal classique du trading range. Lorsqu'on casse la borne supérieure, c'est un signal d'achat. Et ici, hein, au vu d'Osoda, si on venait à franchir mon point B, ce serait un signal d'achat en direction des 14 666. Voilà concrètement hein, comment on peut éventuellement scalper. On peut même mieux le voir en 30 minutes, on peut même passer en 15 minutes hein, pour du scalping et ça nous donne donc cet objectif-là en cas de franchissement de la borne supérieure de mon range. Voilà pour l'Europe, voilà pour le DAX. On passe à présent sur le Nasdaq. C'est toujours aussi beau le Nasdaq, on le voit. On a eu une lagging span. On commence par le présent. On commence par le présent ici. Alors, nous avons concrètement une clôture à l'intérieur de notre nuage. Le Nasdaq ne parvient pas à en sortir. On reste à l'équilibre. Selon la théorie Ishimoku, lorsque l'on est à l'équilibre, on ne trade pas. Lorsque l'on est à l'intérieur du nuage, nous sommes à l'équilibre. Ishimoku est un outil de tendance, mais on peut le nuancer. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes à l'équilibre, mais nous sommes en journalier. Donc, à moyen terme, on va qualifier le journalier de moyen terme. À moyen terme, on ne trade pas, mais on peut trader à court terme. Car si nous sommes à l'équilibre en journalier à moyen terme, ce n'est peut-être pas le cas du court terme. Donc, si votre stratégie de trading est plus sur du court terme, de l'intraday, voire du scalping, on peut trader, car effectivement, sur d'autres unités de temps, on le verra plus tard, juste après, on n'est pas dans le nuage, justement, que ce soit en données H4 ou en données H1. Donc voilà pour cette petite parenthèse également, ça permet de faire la différence, parce que j'ai très souvent cette question, nous sommes dans le nuage en hebdomadaire, donc on est à l'équilibre, donc il ne faut pas trader. Oui, vous regardez de l'hebdomadaire, vous avez une stratégie de trading de plus long terme, effectivement, ne tradez pas. En revanche, si vous regardez l'hebdomadaire dans une optique de triptyque, d'affiner votre stratégie, d'affiner votre analyse, si on est dans le nuage en hebdomadaire, ça ne vous empêche pas de trader en intraday. Voilà pour cette petite parenthèse. On remarquera une lagging span qui tente de refranchir à la baisse ici, ça Kijun. Les données intraday, données H4, on a parlé hier de cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer les moyennes mobiles. Alors ça a un sens hein, de rajouter les moyennes mobiles sur Ishimoku. Très souvent, certains pensent que la Tenkan et la Kijun s'apparentent à une moyenne mobile. Ce n'est pas du tout le cas parce que le calcul est totalement différent. Hein. Ici, pour Tenkan et Kijun, c'est simplement une moyenne de plus haut et de plus bas. On prend 2 points. On prend 2 points sur la Tenkan et ici, vous n'avez pas à la prendre parce qu'il suffit de double-cliquer, vous retrouverez les paramètres 9 et 26. Donc sur la Tenkan, on va prendre le plus haut sur 9 périodes et le point bas
sur 9 périodes. Nous sommes à H4, donc c'est sur donc des bougies H4 que l'on raisonne. Et on va faire la moyenne de ces deux points hauts, de ce point haut et de ce point bas. C'est-à-dire qu'on va les additionner, les diviser par 2. Ça nous donne un point de Tenkan. Et c'est ce qui explique les piliers. Parce que si sur 9 périodes, il n'y a pas de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas, le point, la moyenne sera égale car ces points seront similaires et ça nous crée ces paliers. Sur la Kijun, c'est sur 26 périodes que l'on va faire ce raisonnement. On va prendre les 26 dernières bougies, on va prendre sur ces 26 dernières bougies, on va essayer de les retrouver d'ailleurs, profitons-en. Voilà, donc on prend toute cette période ici, on sélectionne le point haut et le point bas. Le point bas est ici, hein, c'est 12 820. Le point haut est ici, 13 290. On les additionne et on les divise par 2. Ça nous donne notre point de Kijun. Il y a une nouvelle bougie qui se forme. Il n'y a pas de nouveau point haut, pas de nouveau point bas. Donc on va avoir ici un palier. Car ce sera la même chose. La moyenne de ces deux points sera égale car ce sera les mêmes points. Donc voilà pourquoi. Voilà ce qui explique mathématiquement la formation de paliers de Kijun ou de Tenkan. On aura moins de paliers sur la Tenkan parce que c'est sur 9 périodes, donc on avance beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les bougies prises en considération vont changer beaucoup plus vite. Ici, 9 périodes, ça va très vite. Alors que concernant, je vous rappelle, la Kijun, et vous avez un moyen de retrouver ces paramètres, c'est sur les 26 dernières périodes. Et donc dans ce cas-là, si on a un point bas extrême et un point haut extrême, c'est beaucoup plus difficile d'en faire un nouveau et donc on aura plus facilement des paliers. Voilà pour cette petite parenthèse. Et ce qui nous intéresse ici, c'est cette moyenne mobile à 200 périodes qui a fait office de résistance. C'est la 3e fois qu'on la teste sans parvenir à la franchir. Et concrètement, si on y parvient, cela nous permettrait d'aller chercher la projection V, 13 456 points. En données H1, ça ne rapporte pas grand-chose. Hein. De nouveau, hein, concrètement, on est sous Tenkan, Kijun, avec un nuage qui pourrait venir en renfort, permettre une éventuelle hausse. Mais ici, les données H4, je pense, sont les plus, donnent le plus d'informations à l'heure actuelle. Qu'en est-il du S&P 500? On est perché. On est perché sur un record, sur les records historiques. On prend un peu de recul hein, pour voir l'ampleur de ce rebond. Ici, on l'a fait pour le DAX, faisons-le également pour le S&P 500. Alors, je vais décocher, aller automatiquement au plus récent, ça me donnera plus de marge. Voilà le repli Covid, voilà le rebond considérable sur des records. L'enjeu pour le S&P 500, c'est assez évident, hein, ce sont les 4000 points. On doit franchir ces 4000 points, s'installer au-dessus de ces 4000 points pour continuer cette progression haussière. Les données intraday, on le voit mieux, ce range, le range sous les 3975 points, c'était une précédente projection d'Osoda, un nuage qui vient en renfort. Il faudra s'affranchir de notre Kijun. On le voit, on a un palier de Kijun qui représente une résistance, 3966, qui nous permettrait d'espérer d'aller nous rapprocher du précédent record historique pour peut-être aller chercher ce fameux seuil des 4000 points pour le S&P 500. Ce sont les données H1, j'ai sauté les données H4. On va aller voir si ça nous rapporte quelque chose de plus. Pas grand-chose, hein, visiblement, en données H4. Donc on le voit ici, comme je vous le disais en introduction, cet attentisme est clairement visible à Wall Street. Wall Street qui reste perché sur ses records. Le Dow Jones, c'est exactement le même topo. On a franchi le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. D'ailleurs, j'ai eu en commentaire quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer justement ces retracements de Fibonacci. Alors, je vous rappelle que ça a été fait lors du Good Morning Market du jeudi 5 mars, très exactement. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez plus de précision sur les retracements et les retracements externes. Ici, nous avons retracé toute la baisse de la crise du coronavirus, ce qui nous a permis d'avoir ce dernier objectif à 127,2%. Le prochain est éloigné à 161,8%. 32 834 à l'heure actuelle sur le Dow Jones. D'ailleurs, pour nos clients, tant que j'y pense, pour nos clients, sachez qu'il y a une vidéo de formation, il me semble,
sur les projections d'Osoda. Je ne sais plus où elle est. Il y a la vidéo du salon de l'analyse technique de 2019, le trading show de 2019 et des masterclass également. Alors, il me semble qu'il y a les projections d'Osoda quelque part dans ces vidéos. Alors, c'est peut-être ici. Alors, n'hésitez pas à aller le voir. Non, ce n'est pas ici. Ici, il y a Ishimoku d'ailleurs, hein, c'était pendant le trading show. Alors pour nos clients, n'hésitez pas à regarder ces vidéos hein, qui sont très intéressantes. Ça retrace nos différents événements, que ce soit le salon de l'analyse technique ou le salon de d'XTB, le trading show, le 2019. Il n'y en a pas eu en 2020 malheureusement à cause de la pandémie. Même pareil hein, pour le salon de l'analyse technique qui devrait être organisé très prochainement lorsque la pandémie se calmera, lorsqu'on aura un pseudo retour à la normale. Voilà pour cette petite parenthèse pour nos clients. On revient sur le Dow Jones en données intraday. Pareil, en H4, on le voit ici, ce range, on est en range depuis que l'on a atteint la projection d'Osoda V. Ici, comme le Bitcoin, hein, j'ai enchaîné deux vagues, deux projections d'Osoda V. Une première ici, à la fin de la première, j'ai enchaîné avec la deuxième, ce qui me donne le niveau actuel du Dow Jones. Le Dow Jones en données H1, on a le range et on voit ici qu'on a un nuage en support, une résistance, un palier de Kijun, 32 870 points. Le Russell 2000 a cédé pas mal de terrain pour revenir où? Tout simplement au niveau de support que l'on a abordé depuis longtemps, aux alentours des 2300 points. Ce gros niveau précédemment de résistance, actuellement support, on notera un nuage très épais qui pourrait venir renforcer une prochaine hausse pour le Russell 2000. Le Bitcoin. Alors le Bitcoin, je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations. On a fait un point complet hier hein, sur le Bitcoin, notamment cette nouvelle hein, qui est en provenance d'Inde, qui a pesé sur le Bitcoin. On a également une divergence baissière. On a parlé des divergences, on a parlé du RSI hier. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui sur le Bitcoin, ce sont les données en H4. Très intéressant de voir que le Bitcoin est venu se poser sur son nuage. C'est le nuage Ishimoku qui vient contenir la baisse du Bitcoin. Et on m'a demandé, c'est Fred d'ailleurs qui m'a posé la question, est-ce que ça allait peser davantage sur les cours du Bitcoin? D'un point de vue technique, pour le moment, il n'y a pas de réel signal baissier. Hein, ça, je voulais le préciser directement en Good Morning Market. Donc effectivement, cette annonce de l'Inde a pesé sur les cours du Bitcoin. Hein, s'en est suivi le repli que l'on peut constater actuellement. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas de nouveaux éléments en provenance d'Inde, voilà, nous sommes quasiment à l'équilibre concernant le Bitcoin, on consolide. Donc, ça ne nuit pas à l'heure actuelle à la tendance globale, tendance de fond. On peut le voir ici en données journalières. La tendance est clairement haussière. Ça n'a entraîné qu'un repli. On s'est retiré de records historiques pour s'attendre à un réel repli du Bitcoin sur du plus long terme, d'un point de vue Ishimoku, il faudrait un franchissement de ce nuage. Donc il faudrait ici passer sous les 43 000 $ environ. 43 500 $. Et là, effectivement, on pourrait s'attendre à une réelle baisse. Et là, on pourrait revenir vers les 30 000 $. D'un point de vue technique, ça n'a pas remis en cause la tendance haussière sur le Bitcoin et le H4 vient nous le confirmer également avec un nuage qui soutient la hausse et en cas même de franchissement de ce palier de Kijun, en cas de franchissement des 57 300 $, dans ce cas-là, on peut s'attendre à un retour en direction des précédents records historiques, un retour en tout cas en direction des 60 000 $. Alors l'Ether, on vient se nicher sur le haut du nuage, rien à signaler pour le moment. Pour le Stellar également, hein, on a une lagging span qui vient s'attaquer à une grosse bougie verte. On est quasiment à l'équilibre. On passe sur le compartiment des matières premières. On va le détailler cet après-midi car on est mercredi, donc le jour de la vidéo matières premières et fondamentaux. Le gold marque le pas également, mais il y aura une certaine volatilité sur le gold avec la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell. On est à 1734, 1735 $ l'once. Alors c'est une résistance qu'on ne parvient pas à franchir. Hein. On marque une pause. C'est vraiment ce que l'on voit depuis hier sur les marchés.
Tout le monde attend la réserve fédérale américaine. On l'a vu sur les indices américains qui marquent une pause sur des records. On le voit sur le gold qui marque une pause également. Le gold qui est corrélé avec le 10 ans américain. Et donc, ce que dira Jérôme Powell, ça influera sur le 10 ans américain et donc sur le gold. On marque une pause également sur le billet vert. On va le voir car le rendement, le 10 ans américain également agit sur le billet vert. Et donc, c'est une situation qui s'est étendue un peu partout, cet attentisme, justement. Attentisme avant l'intervention du chef de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell. En données H4, certes, sortie de nuage, mais une chicouspane bien loin d'en sortir. Donc, pas grand-chose, on le voit. C'est une toute petite hausse, une hausse où on consolide. On est sous résistance, une résistance que l'on retrouve ici aux alentours des 1740 $ l'once. Le pétrole. Alors le pétrole, donc on avait tenté de retrouver des couleurs. Le pétrole, donc qui fait face à plusieurs éléments contradictoires. Tout d'abord, cette baisse des stocks qui laisse espérer une reprise de la demande. Cependant, reprise de la demande qui est menacée par un ralentissement de la vaccination après la suspension d'AstraZeneca. Donc voilà ce qui agit sur le pétrole à l'heure actuelle, parce que la vaccination veut dire reprise de la demande, reprise des voyages, et donc c'est favorable au pétrole. Mais le pétrole marque une pause, et le pétrole même se replie face à une incapacité à sortir du nuage par le haut. C'est très intéressant ici par contre en données H1, d'un point de vue Ishimoku. On avait une tentative de sortie de nuage par le haut, mais une lagging span qui a refusé de franchir la Kijun et il est reparti à l'attaque des chandeliers japonais et ça s'est matérialisé par un cours du pétrole, du WTI qui va chercher sa Kijun à 64,57 $. Pour le Brent, en données H1 directement, on le voit également, impossibilité de sortir du nuage par le haut. On va chercher la Kijun, on va même approfondir quelque peu. C'est mitigé pour le pétrole, un pétrole qui est pris en étau. Donc je le répète, entre la publication des stocks hebdomadaires, c'est haussier pour le pétrole normalement, mais la suspension d'AstraZeneca est baissière. Et je vous le rappelle, si vous avez des mouvements brutaux, je vous ai donné une petite astuce, vous avez Financial Juice. Si vous ne savez pas expliquer un mouvement, n'hésitez pas à aller voir ce site. On a toutes les annonces en temps réel, toutes les publications macroéconomiques qui sont relayées à ce niveau-là. Financialjuice.com, ça devrait être votre meilleur ami en cours des séances, notamment, et en plus de ça, on vous donne les points principaux concernant la séance. On voit d'ailleurs ce que je vous disais concernant l'Iran et l'enrichissement d'uranium. Vous retrouverez absolument tout. On a même S&P qui a maintenu la note des États-Unis à AA+. Et donc vous avez absolument toutes les données. Alors moi je ne vous relate pas tout, je ne vous communique pas tout pendant le Good Morning Market parce que effectivement ça n'aurait pas un grand intérêt. J'essaie de vous synthétiser les différents catalyseurs pour vous donner donc si je puis dire le topo pour vous dresser le tableau actuel sur les marchés. Alors, le copper, c'est une situation qui ressemble pas mal, ça je l'ai remarqué d'ailleurs, d'un point de vue technique, au pétrole, Brent et WTI. On le voit ici, on avait précédemment une figure, si on vient dézoomer, une figure en ETE qui n'a pas atteint son objectif théorique sur le pétrole. Sur le copper, c'est la même chose. C'est assez étrange, cette similitude de formation chartiste en données H1. Vous pouvez le vérifier par vous-même, que ce soit le copper ou le pétrole. C'est exactement, pratiquement la même chose. Très difficile, on pourrait reconnaître le copper de par ces différents gaps, mais la formation technique est quasi similaire. Un copper là qui à l'heure actuelle qui est à l'intérieur de son nuage, qui est collé à sa moyenne mobile exponentielle à 100 périodes. Mais nous allons donc détailler les matières premières cet après-midi, notamment le blé. On va parler pétrole, on va parler également gold et j'en passe. Donc ici un blé qui vient tester cette oblique baissière et qui se replie à son contact et qui invalide donc le franchissement des 38,2
2%. Nous allons passer à présent sur le marché des changes, un marché des changes qui également caractérisé par cet attentisme. On a un billet vert qui est bloqué sous cette Kijun, qui n'a pas réussi à la franchir comme ce que l'on avait vu précédemment. On est en train de bloquer sous cette importante résistance, un palier de Kijun. On attendra Jérôme Powell ce soir en données journalières. La Chikuspan est en train de se désengager du nuage, ce qui pourrait confirmer une hausse prochaine du billet vert, une petite hausse du billet vert qui est accompagnée par sa Tenkan en support. Et donc l'euro-dollar ici a testé son support des 1,8875. Pas de réel signal baissier, tout viendra avec la réserve fédérale américaine, nous l'avons dit. Et ici, à l'image du billet vert, on le voit, la hausse est accompagnée par la Tenkan. La baisse de l'euro-dollar est également accompagnée par la Tenkan. En données intraday, on le voit ici, il n'y a pas de grand mouvement. On marque une pause également sur le marché des changes dans l'attente de la Fed. L'AUD-USD sur support. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous proposer vu le peu de mouvements que l'on peut constater sur le marché des changes. GBP-USD également sur support. On le voit en données hebdo, on le voit en données journalières. On est toujours pris en étau entre la Tenkan et la Kijun avec un nuage qui vient en renfort. GBP-CHF par contre, on vient confirmer le rebond sur la borne supérieure du précédent canal haussier, mais attention, il y aura une forte résistance à franchir que l'on retrouve à ce niveau-là pour espérer une poursuite de la hausse en direction des 1,31. AUD-NZD, on n'a pas réussi à valider le franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes, on a réintégré le nuage, on revient en test sur cette moyenne mobile. Donc l'attente est perceptible partout. Cette attente, c'est l'attente des opérateurs, que ce soit les cambistes ou les opérateurs sur les indices. Tout le monde attend concrètement ici la décision de la Réserve fédérale américaine. Sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous rappelle qu'on va vous accompagner pendant la conférence de presse de Jérôme Powell. Il y aura donc un topo, un résumé qui sera publié en actualité. Donc ce sera relayé également sur notre page Twitter. N'hésitez pas à nous suivre si vous ne le faites pas. On essaie de publier le plus régulièrement possible et dans tous les cas on vous tiendra informé de la décision et donc des conclusions de la conférence de presse de Jérôme Powell. Mais avant ça, il y aura la vidéo matières premières et fondamentaux en début d'après-midi. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous un peu plus tard pour la vidéo matières premières et fondamentaux et bien entendu en fin d'après-midi pour couvrir cette réunion de la Réserve fédérale américaine. Je vous donne rendez-vous sinon pour les autres à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.